Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense Oui. honneur de recevoir Monsieur Youssouf Eliedali. Monsieur Youssouf Eliedali aura le temps de se présenter, c'est le concept de cette émission. Et avant toute chose, je vous demanderai pour ceux qui sont là de poser votre question sur le chat pour notre invité. N'hésitez pas à poser vos questions, à l'interpeller sur des choses que vous n'avez pas compris, sur des éclaircissements. Et puis, Monsieur Yedali prendra le temps de vous répondre si le temps nous le permet. Merci. Et on va commencer par la première question. Monsieur Yedali, quel est quel est l'intitulé de votre poste? Merci beaucoup, Monsieur Moussa. C'est un immense plaisir de participer à cette émission. Vraiment, ça fait un énorme plaisir. Et puis, moi, je suis du genre qui encourage souvent ce genre de rencontres afin de partager les expériences vécues, réussies ou non, avec la jeunesse africaine. On en a tous besoin. Donc, je te remercie beaucoup. Voilà, en fait, aujourd'hui, si je veux me qualifier, je pourrais dire que assez souvent, je dis que je suis l'associé principal du cabinet ICF Consulting que j'ai créé moi-même. Mais comme je suis déjà qui ne veut pas se faire appeler directeur, manager ou autre, je suis plutôt l'associé principal du bureau et nous avons une petite organisation. Alors, ce que nous faisons, c'est le conseil. C'est le conseil en finance, en mobilisation de ressources, en ingénierie de formation, pas mal de trucs. Donc, on se dit un plus cabinet de conseil et non un cabinet d'expertise comptable comme disent nos autres confrères. D'accord. Voilà. Ok. Et quel genre d'études permet d'y accéder à aujourd'hui? Vous êtes, disons, même si vous voulez pas vous l'accepter, vous êtes chef d'entreprise, si j'ai bien compris, dans la comptabilité. Et quel genre d'études vous a permis d'accéder aujourd'hui à ce poste? Voilà, donc déjà, je pense que c'est plus, si vous voulez, il n'y a pas des études qui amènent directement vers le conseil. Pour ce qui me concerne, j'ai commencé mes études à l'extérieur après mon bac. J'ai commencé par faire un diplôme de mécanicien à la pêche. Donc, je devrais être aujourd'hui chef mécanicien ou ingénieur quelque part sur un bateau en plein océan. D'accord. Donc, ça allait être un peu difficile de faire cette conversation. Mais donc, après des années, 2 années d'études, j'ai fini le diplôme. Puis un futur confrère m'a orienté vers HEC de Tunis. Alors là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire tout simplement l'expertise comptable? Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes études en expertise comptable. J'ai fait les trois certificats du cursus. Je suis rentré en octobre et j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler un peu tôt. J'étais encore jeune et j'ai continué en même temps mes études. C'est ce qui m'a permis vraiment de capitaliser à la fois l'expérience et le suivi académique de mes études. Par la suite, j'ai continué au Sénégal. Ensuite, j'ai intégré l'ordre des experts comptables. Mais en parallèle à ça, j'ai fait un diplôme, un master en ingénierie de formation avec l'Université de Rouen. Ok, j'avais l'allocation de l'agence universitaire de la francophonie à l'époque. On était un groupe de jeunes de la sous-région. On a participé à un concours qui était ouvert online à l'époque. Et on a réussi ce diplôme-là. Et ensuite, après une dizaine d'années d'expérience dans le premier cabinet Connex où j'ai travaillé avec Arthur Anderson, ensuite Ernest Young, j'ai fait mon chemin propre à moi avec des organismes internationaux, particulièrement la Banque mondiale. Et donc, avec eux aussi, j'ai développé énormément de compétences et de savoir-faire. D'accord, parfait. Donc, oui. Allez-y. Non, c'est bon. Et donc, voilà. Voilà, donc, pour arriver à là où je suis aujourd'hui, donc, je peux passer quand même par pas mal d'étapes, c'est qui m'ont permis vraiment
de dire que je peux faire du conseil pas seulement aux entreprises, au gouvernement, aux communes, aux régions, pas mal de trucs parce que j'ai quand même eu une expérience vraiment variée, une dizaine d'années dans l'expertise comptable, ensuite presque une quinzaine d'années dans le développement, si vous voulez, local avec la Banque mondiale, avec la FAO, le FEM, pas mal d'autres institutions. Et donc, en cours de chemin, j'ai développé pas mal d'expérience et de savoir, ce qui permet aujourd'hui de capitaliser cela et de transformer en conseil à tout le monde. C'est-à-dire que je fais bénéficier les entreprises privées ou publiques de l'expérience vécue sur les projets de développement. Si on arrive à capitaliser une grande expérience pareille, on peut à chaque fois, si vous voulez, le travail qu'on fait avec les entreprises, on peut s'inspirer pour aider, par exemple, l'autre partie, la gestion des projets, des gouvernements, etc., et vice-versa. Donc, c'est une expérience qui fait à la fois le public, privé et projet de développement. D'accord. OK. Allô, vous êtes là? Oui, oui. D'accord. Oui. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui de votre poste? Les évolutions de votre poste? Donc, Quelles sont... aujourd'hui, oui. Oui, en fait, aujourd'hui, je continue à être consultant pour la Banque mondiale, pour la FAO. Je travaille principalement sur des projets en Tunisie, au Sénégal. Et auparavant, j'ai travaillé en Mauritanie, Burkina Faso. Et j'ai également travaillé sur quelques revues techniques, en particulier sur le domaine des déchets, où j'ai pu développer une expérience et un savoir-faire en matière de développement, en matière plutôt de financement durable de la gestion des déchets municipaux, ce qui n'est pas évident dans un premier temps. Quand on voit les déchets, on pense que c'est juste une affaire mécanique avec des rennes, avec des trucs autres, mais en fait, en réalité, derrière, il y a tout un mécanisme, un processus à mettre en place. En parallèle à cela, comme je vous ai dit, je travaille pour mon propre compte via le cabinet ICF et également un réseau d'experts en ligne. Le réseau d'experts en ligne, son objectif principal, c'était de faire bénéficier les entreprises en Mauritanie de l'expérience de personnes comme vous, comme pas mal de personnes qui ont passé par cette émission, par exemple. Au lieu, à chaque fois, de faire déplacer un consultant avec des frais quand même assez importants en Mauritanie, on peut le faire intervenir à distance, en ligne, par exemple. Le service sera toujours le même, le savoir à transférer est toujours le même, avec un coût moindre. Donc, c'est avec ça qu'on a pu créer ce réseau d'espaces experts en ligne. D'accord? Et ça, c'était bien avant la pandémie Covid-19. Après, la pandémie, quand même, a confirmé quelque part que c'est un peu ça l'évolution. C'est pourquoi vous me posez la question, c'est l'évolution de notre métier. En réalité, ça va, à mon avis, ça va être de plus en plus virtuel. Parce que, à la fois, on ne peut pas déplacer des personnes vraiment de taille importante dans tel ou tel pays. Déjà, elles sont rares. Pour couvrir tous les pays de la sous-région, c'est compliqué. Donc, on va plus faire appel à des conférences, à des vidéoconférences, etc. Et comme ça, par exemple, les professionnels mauritaniens, sénégalais et autres auront à travailler avec ces personnes ressources, capitaliseront une grande expérience et serviront davantage leur pays. Donc, c'est un peu ça l'évolution. Et puis, sinon, au niveau de notre organisation, notre petite organisation, il y a un manager qui gère le bureau, il y a un ensemble de collaborateurs avec nous. L'esprit que nous avons n'est pas un esprit vraiment boss, salarié ou autre. On est plus des partenaires. Certes, il y a des stagiaires ou autres, mais on travaille tous sur les dossiers et on est tous intéressés à la fois par la réussite du business et bien entendu exposés au risque. C'est-à-dire qu'on est sur le même bateau, on fonctionne de la même façon et bien entendu le bureau pourra fonctionner librement même si je suis ailleurs, je me déplace pour tel ou tel dossier, le bureau pourra continuer à fonctionner.
Et c'est ce qui fait un peu le sens de la capitalisation de l'expérience. Au lieu de rester là, si le boss n'est pas là, rien ne marche. Là, c'est vraiment plus de... Ce n'est plus possible aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'en fait, si j'ai bien compris, vous avez anticipé même le Covid, en fait. Vous avez commencé plutôt à penser travailler en ligne, travailler en collaboration avant ce qu'on actuellement aujourd'hui, il y a des sociétés qui ont du mal à s'adapter. Vous avez déjà pensé cette idée-là avant même le Covid. Exactement. Et il y a 2 ou 3 années, on a déjà commencé vraiment, et nous avons quand même une bonne base de données d'experts internationaux. Le défi majeur, c'était d'arriver à convaincre nos partenaires de la faisabilité de ce projet-là, de la faisabilité d'une assistance à distance, si vous voulez. On n'a pas besoin de placer tout le monde. On a besoin de créer un environnement. Il faudrait quand même avoir un environnement Internet et tout qui marche parfaitement bien, avec une grande capacité et tout. Voilà. Et donc, il fallait maintenant convaincre les entités qui nous font confiance qu'on n'a pas vraiment besoin de déplacer tout le monde ici pour travailler. Et bon, ça marche avec quelques-uns. Mais je pense que quand même la COVID-19 est venue quand même confirmer que notre approche est bonne ou bien à l'avenir. Top. Merci beaucoup pour ces explications. Là, on va passer sur des questions un peu plus personnelles, pour essayer de comprendre un petit peu, de connaître un peu plus la personnalité de Monsieur El Yedadi. Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin? En fait, je pense que généralement, comme moi, je n'ai jamais été fonctionnaire, je n'ai jamais travaillé comme salarié au vrai sens du terme. J'ai toujours, depuis que j'ai commencé à faire l'expertise comptable et autres, j'aimais beaucoup ce métier, de faire le conseil aux autres, par exemple, d'être utile. Ce qui me fait lever le matin, c'est justement parce que je sens quelque part que je suis utile. Je me réveille parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi. Je dois être au rendez-vous pour les satisfaire ou bien pour les aider. C'est pas seulement parce que je suis dans l'obligation de me réveiller ou d'aller au boulot, mais parce que je sens quelque part que je peux apporter quelque chose. C'est ce que vraiment donne le sens à notre métier et c'est ce qui nous fait vraiment réveiller un peu tôt. Top, très joli. Et comment décriez-vous, si vous avez des enfants, votre journée de travail à un enfant? Bon, donc, à ma fille en particulier, je lui dis souvent que, par exemple, un enfant, pour lui expliquer un peu comment les choses marchent, vous lui dites, vous vous réveillez chaque jour, par exemple, avec des besoins, et puis vous cherchez à ce que quelqu'un vous aide dans ce que vous faites et tout, et vous attendez à ce que cette personne vienne vous apporter de l'appui. Justement, moi, je suis cette personne-là pour les autres. Je fais au bureau le matin parce qu'il y a des gens qui m'attendent, il y a des gens qui s'attendent à ce que je leur apporte quelque chose. Je les aide dans leur quotidien ou bien dans leur business, n'importe lequel. C'est ce que je fais. Et donc, je suis là pour aider d'autres personnes à se développer ou à basculer vers une situation meilleure. C'est un peu ça, c'est le message qu'il faudrait, je pense, passer aux nouvelles générations. Ça, c'est très joli. Et en 3 mois, quel est votre plus bel accomplissement personnel? Donc là, c'est un peu un lien avec ce que je disais. Parce que généralement, mon accomplissement personnel à chaque fois était lorsque je sens que j'ai été utile ou bien j'ai aidé des personnes, par exemple, à se trouver dans des situations meilleures que celles où ils étaient. Par exemple, au Sénégal, je pense on avait quand même, il y avait une équipe très solide avec laquelle j'ai eu à travailler. Je pense qu'on a monté un projet vraiment très intéressant dans le domaine de la gestion des déchets, qui fait à la fois, bien entendu, la mobilisation de ressources pour le gouvernement du Sénégal, mais surtout quelque part la lutte contre
contre la pauvreté via la création d'emplois, etc. Et également l'environnement, parce que c'est vraiment les questions d'aujourd'hui, quoi. On a de sérieux problèmes d'environnement, on a un sérieux problème d'emploi des jeunes et de santé publique, etc. Et donc, le plus récent accomplissement que je pense être vraiment satisfaisant pour moi, c'était de faire aboutir avec cette équipe ce projet-là au board et il a été accepté et aujourd'hui, il s'agit maintenant de le mettre en place. Donc, c'était un projet pour le gouvernement sénégalais, c'est ça? Oui, en fait, c'est un projet financé par la Banque mondiale, bien entendu sur requête du gouvernement du Sénégal dans le domaine du déchet. Ils avaient déjà une bonne stratégie dans ce domaine-là. Et il fallait maintenant concevoir un projet qui tient la route et qui a quelque part un caractère innovant. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait dépasser l'aspect mécanique de la gestion des déchets, aller au-delà d'une benne qui fait le ramassage, qui fait le transport et autres, et créer plutôt un environnement qui favorise la durabilité de la gestion des déchets. Et c'est là où on a pensé, particulièrement, c'est le rôle un peu que j'ai joué au sein de cette équipe-là, c'est là où on a pensé à mettre en place un mécanisme de financement qui soit durable. Il y a à la fois la partie investissement qui est lourde généralement pour les gouvernements. Donc là-dessus, on peut faire appel aux partenaires au développement, mais il y a surtout le fonctionnement au quotidien et annuel qu'il fallait voir et voir comment trouver la bonne solution pour qu'une fois que les infrastructures, les investissements réalisés et tout, qu'on soit sûr que ça va continuer. Et ça ne peut continuer que s'il y a derrière un financement durable et annuel. Et là-dessus, on a travaillé beaucoup avec les collègues de la Banque mondiale, avec les collègues sénégalais, sur un mécanisme de financement. Il y a eu pas mal de réflexions sur la réforme des taxes en place, création de nouvelles taxes ou bien l'abandon d'autres ou leur amélioration, etc. Donc, c'était un schéma qu'on a fait et j'ai proposé un mécanisme sur une quinzaine d'années. Et je pense que ça a été quand même une bonne réussite personnelle et pour également l'ensemble de l'équipe. Et on a bien entendu donc contribué à mobiliser des ressources importantes pour ce pays, notre voisin, le Sénégal. Excellent. Et on continue à faire un peu le même, c'est-à-dire qu'en Tunisie, pour la Mauritanie et pas mal d'autres pays. Excellent, excellent. Et si vous pouvez échanger votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Je dirais plutôt une personne qui a suffisamment de pouvoir pour régler le problème de chômage et de formation des jeunes. Je ne dirais pas que je vais être président parce que c'est la première des choses qui sautent à l'œil comme ça, mais en fait, une position qui soit suffisamment intéressant pour justement apporter des solutions. Parce que ce qu'on est en train de faire dans pas mal de nos pays, et la Mauritanie en particulier, c'est des solutions, à mon avis, pas des solutions durables. C'est des opérations coup de poing. On a un problème, on a 500 jeunes qui sont au chômage, on essaye de leur trouver des petits financements pour monter des petits projets, et à la fin, on va se retrouver avec quoi? Le financement n'est pas suffisant pour son développement, il a tellement de besoins à côté qui fait que des fois, il utilise cet argent-là pas pour son projet, mais pour ses besoins propres parce qu'il a tellement de problèmes. Et également, l'environnement ne lui permet pas de se développer convenablement. Et donc, ce qui fait qu'on peut sortir des fonds de la caisse de l'État, on les distribue à des jeunes. Ces jeunes n'ont pas suffisamment de fonds et ne sont pas suffisamment couverts du point de vue concurrence, si vous voulez. Et donc, c'est des solutions qui ne donnent pas encore vraiment satisfaction à la génération, aux jeunes qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui crée énormément d'autres problèmes. D'accord. C'est vraiment limité, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on leur donne de l'argent, mais déjà, le jeune a ses problèmes personnels.
qu'il doit gérer avec cet argent-là et en même temps, en parallèle, doit gérer son projet. Donc, il y a quelque chose, et comme vous l'avez dit, c'est juste des opérations coup de poing, comme on a donné tel argent, mais derrière, la personne, elle a besoin de manger, elle a besoin de vivre, elle a besoin de... le nécessaire n'est pas déjà là. Donc, si tu donnes cet argent-là, bah, il ne peut pas en fait aller jusqu'au bout de son projet. Ouais. Et également la concurrence. Même s'il arrive à monter une start-up qui fonctionne bien, un jeune qui est très intelligent, qui a fait des études poussées et tout, il peut créer sa propre boîte comme ce qu'on a fait tous. Mais il ne le garantit que quelqu'un d'autre vienne plus fort que lui et monte le même business et le dépasse rapidement. Il n'a pas suffisamment, et puis nos banques secondaires également ne financent pas réellement le développement. C'est les banques qui sont axées sur des opérations un peu plus grandes que ce que souhaite faire la jeunesse. Donc, c'est un problème qu'il faudrait vraiment résoudre. Top. Et si vous deviez choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? Bon, j'en avais un, malheureusement, il n'est plus de ce monde. C'est une personne avec laquelle c'est une personne avec laquelle j'ai bossé une dizaine d'années. Et c'est cette personne qui m'a appris énormément de choses. Tout ce que je suis en train de développer aujourd'hui venait de lui. C'était un expert comptable. Il s'appelle Elémine. Et puis, j'ai commencé avec lui dès mon retour de la Tunisie. On a fait une dizaine d'années ensemble. J'ai énormément appris avec lui. Il avait une approche totalement différente de l'approche qu'ont pas mal de nos confrères. Déjà, à l'époque, on était représentant de Anderson. C'était pas petit comme affaire. Ensuite, on a travaillé avec Ernest Young. Donc, vous imaginez ce qu'on pouvait, à l'époque, capitaliser comme expérience internationale. Des gens qui venaient avec leur expérience, avec leur savoir. On était confrontés à eux tous les jours. Et puis, ils m'ont beaucoup aidé personnellement, ces gens-là. Ils ont mis à ma disposition énormément de données, énormément de formations. Ce qui a fait que rapidement, j'étais opérationnel plus ou moins. Sinon, aujourd'hui, je pense que n'importe qui a réussi quelque part un business ou autre, vraiment pourrait bien être mon mentor. C'est-à-dire que là où j'ai vraiment besoin d'expérience, de savoir ou autre, je n'ai aucun complexe à le suivre, à en faire un mentor, etc. Okay, parfait. Et vous pensez que le fait d'avoir un mentor est quelque chose d'important? Si c'est quelque chose que vous pouvez peut-être conseiller aux jeunes? Oui, oui. Oui, parce que j'en ai fait moi-même. Il y a des jeunes qui ont travaillé avec moi, qui continuent à travailler avec moi. Ils suivent à peu près le même cheminement. Et d'autres que j'ai recrutés pour des entreprises, par exemple, privées, que j'ai coachés pendant 6 mois, quelque chose comme ça. C'est des jeunes qui s'accrochent, qui ont rapidement compris le mécanisme et qui sont là pour apprendre. Je pense que pour la réussite personnelle et professionnelle, c'est quelque chose d'inévitable. Vraiment. On ne peut pas se développer tout seul, sauf si on est un génie ou on a un don du ciel, si vous voulez. Mais il faut vraiment cette personne qui soit là, qui nous fait gagner du temps, en fait. On n'a pas énormément de choses dans les universités, les écoles spécialisées et tout. Mais dès qu'on se confronte à la réalité, là, on a des difficultés. On ne sait pas comment faire. Donc, s'il n'y a pas un mentor, s'il n'y a pas un coach quelque part, on va se perdre. Et il faudrait quand même que la personne qui demande d'être coachée, par exemple, soit à la hauteur. Comprend que c'est elle qui doit faire le plus d'efforts et non pas le coach lui-même. Parfait. Et si vous devez changer une chose à propos de votre travail, quelle serait cette chose-là? Je dirais plutôt le processus décisionnel
pour qu'il soit encore un peu plus participatif. Des fois, je prends des décisions qui ne sont peut-être pas forcément les meilleures. On a l'habitude un peu d'échanger en équipe et tout de façon vraiment très ouverte. Mais je pense que s'il y a des choses qu'on peut encore améliorer ou changer au niveau de notre petite organisation, ça doit être ça, un changement au niveau du processus décisionnel. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Je pense que c'est plus le transfert de savoir, vraiment. Parce que là-dessus, certes, on fait des missions de contrôle, on fait des missions de commissariat au compte, de contrôle des comptes ou autres, mais on privilégie assez souvent la piste de conseil au lieu de contrôle classique. C'est-à-dire on est dans l'obligation de faire notre contrôle selon les règles de l'art et tout, mais on n'est pas également, on ne nous interdit pas de conseiller ou bien d'accompagner les entités. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fasse une mission, qu'elle soit de conseil, d'audit ou autre, on privilégie un transfert de savoir. On explique aux gens ce qu'on est en train de faire, et consiste à quoi notre mission, c'est quoi sa finalité, et puis après, comment ils peuvent profiter pleinement de notre présence chez eux. Pas seulement le contrôleur ou le consultant qui vient pour un laps de temps très court et il part. Donc, je trouve que même si on enlève ce transfert de savoir, de connaissance de notre métier, il n'en restera rien. Parfait. Et quel conseil donneriez-vous aux nouvelles recrues? Un peu ce que j'ai fait personnellement. Je pense qu'il faudrait que si, par exemple, on intègre une entreprise ou une entité, n'importe laquelle, il faudrait l'intégrer au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'être honnête avec soi-même, avec ses collaborateurs. Travailler pour être le meilleur sans tricher. Et ne jamais faire intervenir les relations extra-professionnelles pour s'améliorer ou avoir une promotion. Il faudrait vraiment arrêter. Parce que là, c'est quelque chose de très important. On a toujours tendance à chercher quelqu'un qui connaît quelqu'un pour nous connaître. Alors que peut-être qu'il faut mieux laisser ces relations-là pour quelque chose de plus important. D'abord travailler, mériter ce qu'on a, et après, plus tard, on voit qu'on est maltraité ou que l'autre a fait quelque chose qui n'est pas vraiment orthodoxe ou qui n'est pas professionnel. Mais il faudrait vraiment être axé sur le résultat. Et voilà. Ouais. Utiliser le réseau d'une manière intelligente. Exactement. C'est-à-dire que le réseau ne doit pas juste être là pour nous porter. Non, ça doit être là pour nous faciliter certaines choses. Mais on travaille déjà sérieusement. On mérite déjà notre travail. Et là, si on voit qu'il y a un petit peu de difficulté à évoluer, bah là, on fait intervenir notre réseau parce que c'est ça que sert le réseau. C'est pour faciliter parfois certaines choses. Voilà. Mais pas tout de suite pour avoir une promotion ou non, parce que c'est également risqué parce qu'aujourd'hui vous êtes bien appuyé, il y a quelqu'un qui vous appuie, vous évoluez bien. Si demain cette personne tombe, vous tomberez avec lui, c'est sûr. Donc, vous n'avez pas de support, quoi. Si le support tombe, c'est fini, quoi. Alors, voilà. Et donc, on est, ou bien, bon, certains arrivent eux-mêmes à se créer leur propre réseau, mais à quel prix? Donc, il faudrait vraiment être quelque part solide, comme vous dites, bien utiliser le réseau, mais jamais l'utiliser pour avoir ou bien dépasser ses limites, ou bien avoir quelque chose qui appartient à une autre personne. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne jamais faire. Top. Quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Bon, ça m'arrivait assez souvent. Je ne sais pas si c'était quand.
avec tous les stress qu'on connaît au bureau, qu'on connaît avec les... Mais en fait, j'imagine que dans notre métier, si on ne lit pas, si on ne s'amuse pas avec les collègues pendant l'émission et autres, on risque de vraiment tomber. Quoi. Parce que des fois, on travaille du matin au soir, par exemple, dans l'émission avec la Banque mondiale ou tout autre partenaire. Des fois, on travaille plus que les 8 heures conventionnelles, ou même à l'hôtel, on travaille. Et là, si on n'arrive pas à créer un climat fraternel où on peut rigoler et tout avec les collègues. Exact. Et puis, c'est comme ça qu'on crée réellement un environnement propice au travail. C'est être cool avec les collègues, quoi. Top, top. Et quelle est votre philosophie de vie? Alors, je pense que je suis du genre qui dit que, certes, on parle souvent de l'espoir. On ne peut pas l'ignorer, l'espoir. Mais à mon avis, il ne faudrait pas seulement compter sur l'espoir. Il y en a qui disent, OK, espérons que demain soit meilleur, ou espérons que les choses changent. Là, c'est vraiment, c'est comme si on se soumet à une réalité, on ne fait plus rien et on attend que la pluie tombe. Et on ne sait pas quand est-ce que cette pluie va tomber. Alors, la philosophie, c'est de rêver, mais avoir l'outil ou bien l'audace de réaliser ce rêve. Ok, je vais dire, j'espère que demain soit meilleur, mais comment sera-t-il meilleur? C'est si je fais telle ou telle chose. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi, je n'ai pas été retenu, par exemple, sur tel ou tel poste. Ok, on va se dire, ok, ça c'est le Dieu qui a voulu ça. C'est vrai, mais le Dieu quand même nous demande de faire quelque chose, de ne pas rester comme ça. Donc la philosophie, c'est très simple, c'est que ne jamais compter juste sur l'espoir, mais compter plutôt sur un effort et espérer que les choses marchent. Que ce soit un package. J'espère, voilà, mais je travaille d'abord, je fais le nécessaire et maintenant voilà. j'espère. Exactement. Et non pas rester là en train d'attendre la pluie, comme on dit. Ok. Et, si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée? Avec le temps qui court, peut-être un imam pour une journée, afin de mieux expliquer le sens de l'islam, le respect de l'autre, des religions, et comment on peut vivre avec l'autre. Parce que ça crée vraiment des tensions énormes ces jours-ci. Et il faudrait que nos imams soient au niveau suffisamment intellectuel, qu'ils comprennent la jeunesse, comment elle réfléchit, ce nouveau monde. En fait, depuis quelques années, on est en parallèle avec un autre monde qu'on ne connaissait pas avant. Et eux, comme ils sont encore plus âgés que nous, c'est encore de loin. Pour eux, c'est du futur, si vous voulez. Donc, il faudrait vraiment avoir des imams, par exemple, qui comprennent comment les choses fonctionnent, qui comprennent très bien la religion, pardon, et qui font des discours comme il se doit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est alarmant, quoi. Des imams vraiment qui sont dans leur temps, qui comprennent leur temps, qui vivent leur temps. Voilà, exactement. Et non pas des gens qui vivent, bon, c'est vrai, ils sont limités, mais on peut leur faire de la formation. On peut les amener, oui, pourquoi pas? C'est-à-dire que la personne, on a un peu la philosophie de la formation tout au long de la vie. Certes, ils sont excellents, ils connaissent très bien la religion, ses règles et tout, mais ils doivent connaître également mieux le temps d'aujourd'hui, voilà, et comment les jeunes réfléchissent. Sinon, ça risque de nous amener je ne sais pas où. Ouais, je comprends parfaitement. D'ailleurs, j'avais invité il y a quelques jours un imam, Abdullah Sarr, qui est aussi de cette jeune génération, très ouvert d'esprit, qui vit son temps, qui est beaucoup en contact avec les jeunes. Je pense que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Et quel a été l'impact du Covid sur votre travail? Alors, ici en Mauritanie,
l'impact n'était pas forcément positif. Et déjà, moi, je travaille plus, par exemple, sur des projets à l'extérieur. Et donc, comme on a été limité dans nos déplacements, et ça se comprend, on travaillait plus par Internet, mais quand même, pas mal de planning ont été, n'ont pas abouti comme il se doit. Mais ici, en Mauritanie, l'impact se sentait plus au niveau de la compréhension de nos partenaires, de justement de l'utilité d'une assistance online, par exemple. Il y a des projets ici qui ont été pratiquement stoppés ou bien un stand-by pour une bonne période et qui pouvaient fonctionner sans problème, sans retard, si on avait fait jouer cette nouvelle technologie qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc l'impact était un peu, malheureusement, un peu, on va dire, plus négatif que positif, en tout cas chez nous, parce qu'on ne comprend pas toujours l'utilité de faire appel à des professionnels à distance et l'utilité de gérer des professionnels, même s'ils sont juniors, de chez nous, pour arriver au même pain, aux mêmes objectifs qu'on s'était fixés au début. Et donc, ce qui a fait que pas mal de projets, malheureusement, ont connu énormément de retard. Et comme c'est des conventions datées, comme il y a énormément de contraintes en termes de temps et tout, ça risque de jouer sur la performance de ces projets-là. D'accord. À mon avis, c'est toujours d'actualité. On n'est pas encore sorti de cette pandémie-là. Et il faudrait vraiment réfléchir bien à ça. Parfait, parfait. Et quel conseil, là c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup, c'est le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine qui tue nos jeunes comme ça dans le désert, dans la Méditerranée. Quel conseil on donnerait à ces jeunes-là depuis la dernière émission que j'avais fait avec Tevaki, qui était une psychologue, elle m'a permis en fait de déjà scinder les catégories d'immigrants en deux. C'est-à-dire les immigrants qui sont vraiment contraints à partir parce qu'ils risquent leur vie, et les immigrants qui, tout se passe à peu près bien à la maison. Ils peuvent réaliser des choses à la maison, mais non, je veux quand même aller en Europe parce que l'Europe, c'est là où je peux réussir. Et c'est ces personnes-là, en fait, que j'aimerais qu'on conseille, j'aimerais qu'on trouve une solution pour leur dire, pourquoi risquer sa vie pour ça, en fait. Je sais pas, oui. Je ne veux plus être dans le jugement. Oh, non, en fait, c'est clair, parce que quand on voit, par exemple, et c'est malheureux à chaque fois qu'on voit toutes ces personnes qui périssent en haute mer, ou bien même celles qui réussissent à arriver à destination, mais dans des conditions vraiment très difficiles, vraiment difficiles. Comme vous dites, on peut les classifier comme ça. Il y en a qui n'ont pas du tout le choix. Et il y en a qui, quelque part, ont le choix, mais préfèrent des situations ou bien situations meilleures. Alors, je pense que pour ce problème du migrant, il faudrait nécessairement une solution globale. Parce que à chaque fois que je vois ces gens-là comme ça, dans ces situations-là, les gens ils disent, des fois, ils ne sont pas intelligents, ils vont directement, ils se suicident et tout. Mais en réalité, ils ne se suicident pas. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc, pour la première catégorie où les personnes n'ont rien à perdre, c'est vraiment, ils sont dans l'obligation. Pour cela, il faudrait vraiment une solution globale au niveau mondial pour qu'on puisse aider un peu l'Afrique à se retrouver. Il y a énormément de guerres civiles, il y a énormément de conflits qui font que notre jeunesse est le premier concerné ou bien le premier impacté, si vous voulez, par ces conflits-là. Pour ces gens-là, à mon avis, il faudrait vraiment essayer de les comprendre et surtout essayer de jouer politiquement pour régler le problème.
Pour la deuxième catégorie, qui sont les jeunes qui, quelque part, peuvent réussir chez eux, ce que je peux leur dire, c'est que personnellement, j'avais la possibilité de migrer clandestinement. Je pouvais aller en Europe ou aux États-Unis pour travailler là-bas. Je préférais rester en Mauritanie tout en travaillant à l'extérieur, tout en continuant mes études et tout. Donc, je ne dis pas que je suis un exemple pour eux, parce que ça sera trop dit, mais on peut quand même rester chez soi, essayer de faire marcher les choses, continuer à étudier, à se perfectionner, parce que si je monte aujourd'hui un business et qui ne marche pas, ce n'est pas parce que l'environnement ou parce que le projet n'était pas bon. C'est quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, pour ces gens-là, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas compter sur l'emploi public ni même l'emploi privé. Parce que le public est saturé, le privé a ses propres conditions et ses propres entrées. Donc, il y a en gros l'entrepreneuriat. Les jeunes savent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ils ne sont pas assurés. Ils disent, même si je monte un business, personne ne me garantit que ça va marcher, ou bien que ça va continuer, ou bien que quelqu'un d'autre viendra pour faire quelque chose. À ce niveau-là, il faudrait que les pouvoirs publics interviennent, régulent un peu le marché du travail, au lieu de trouver des solutions de point, comme on a dit tout à l'heure. Il faut qu'ils arrivent à réguler et à rassurer ces jeunes qu'ils peuvent vraiment réussir chez eux. Donc, ce qu'on peut leur dire, c'est d'essayer d'abord chez vous, essayer, au vrai sens du terme, pas espérer, essayer de faire quelque chose de pire, continuer en même temps à étudier, à se perfectionner, et même si ça ne marche pas, vous aurez à la fois une qualification, un savoir-faire et autres, que n'importe quel autre aux États-Unis, en Europe ou autre pourra même vous le demander. Si vous vous présentez dans une ambassade ou autre, en Mauritanie ou partout en Afrique, notamment, on va vous demander qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quels sont vos comptes bancaires, qu'est-ce que vous avez. Et généralement, si votre situation est acceptable, on vous accorde le visa. Donc, ne pas risquer à 100%, mais essayer de risquer quand même à 50%. J'essaye un business, en même temps je me perfectionne. Si ça marche, je le fais dans la légalité, pas l'informel, parce que l'informel, il n'est pas écrit. On ne peut pas présenter du papier si on reste dans l'informel, dans l'obscurité. Et donc, il faudrait avoir des business réels qui existent, voilà, et qu'on peut... quelque chose de clair. Mais croire à ça et essayer. Si maintenant ça ne marche pas, on peut dire, OK, on va aller à l'extérieur pour essayer que ça marche. Mais en deuxième étape, quoi. J'ai déjà exploré le terrain. J'ai fait sérieusement, je me suis concentré, j'ai mis tous les atouts de mon côté. Là, ça marche pas. Là, j'essaie de voir ailleurs. Comment est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Mais j'aurais déjà essayé de planter, de faire quelque chose sur place. Exactement. Voilà. Et ne pas le risquer le tout pour le tout. Me fond. Ça, c'est clair. Parfait. Monsieur Liedali, là, on arrive sur la partie où c'est votre quartier libre. Si vous avez quelque chose à nous partager à cette jeunesse mauritanienne, africaine, donc vous avez la parole. Merci. En fait, moi je pense que depuis quand même quelques années, j'essaye avec des amis africains en grande partie de développer du business via par exemple soit des approches de financement participatif avec la plateforme Guamzi Invest qui a son siège au Cameroun et que je représente ici en Mauritanie et pour le Sénégal, ou bien avec mon ami Dr Samuel Maté pour son approche entreprendre à 0 francs. C'est des démarches qu'on a essayé de développer en Mauritanie. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour plusieurs raisons.
d'abord pour le financement participatif, on n'a pas tellement d'idée de faire participer l'autre à notre produit. On s'est dit, je vais créer une entreprise, c'est propre à moi. Les autres, soit ils sont des employés avec moi, soit ils me laissent de côté. Je n'ouvre jamais mon capital, je ne fais jamais participer les autres aux fruits de l'entreprise. Et ça, c'est quelque part l'une des raisons de l'échec de pas mal de petites entreprises. On essaye d'évoluer tout seul, on essaye de faire à notre convenance et tout, et ça ne marche pas assez souvent, n'est-ce pas? Donc, on propose cette solution de financement participatif. Ça fait presque une année qu'on essaie de développer cela. Après, il y a eu la pandémie Covid-19 qui a fait un peu ralentir les choses. Mais en parallèle, comme j'ai dit tout à l'heure également, il y a des solutions qui sont offertes par les pouvoirs publics, par les partenaires de développement, etc. Et donc, ça crée un peu de la concurrence pour nous. Mais je pense que, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si on a des jeunes qui sont prêts vraiment à se constituer en société formelle, qui existe, qui a son registre de commerce, qui existe formellement et ils ont un business qui peut vraiment faire évoluer, on est là pour eux, on est là pour les aider. Et il ne faudrait pas nous amener n'importe quel business plan imprimé d'Internet, adapté et autres, parce que sont quand même des spécialistes du métier. On ne va pas nous faire. Pas de gazra. Pas de gazra. Il n'y a pas de gazra. Pas de gazra. C'est vraiment quelque chose et que vous soyez vraiment prêts à partager votre idée, votre fruit avec les autres. Et comme ça, si on met en ligne, par exemple, ces projets-là, on peut avoir facilement des investisseurs extérieurs qui vont également eux aussi venir investir leur argent. Et ce n'est pas des dons. Ce n'est pas des ONG qu'on finance gratuitement. C'est des gens qui placent leur argent. Et puis de l'autre côté, on fusionne avec l'approche entreprendre à 0 francs. On peut, par exemple, apprendre à un jeune comment il peut lancer son business sans capital important. Et c'est un peu ce qu'on a expérimenté avec notre bureau et notre réseau. On s'était lancé, certes, on avait un savoir, on avait une expérience qu'on pouvait, ça c'est déjà notre capital, mais il n'y avait pas des fonds vraiment, de la trésorerie suffisante pour faire développer les choses à l'instar des cabinets internationaux. On ne peut pas. Ils sont eux aussi passés, ils ont passé par ces étapes-là. Et donc, on a commencé petit. Bon, on est encore petit, mais on essaye de devenir grand un jour. Alors, je pense que les solutions, ces deux solutions-là existent et sont là. Je dis souvent que si vraiment un jeune qui est convaincu de son idée et qui sait très bien qu'il va partager son entreprise, ne pas se l'approprier comme ça, parce que c'est ce qui fait échouer les autres projets. Si on donne de l'argent à un jeune, il peut en disposer comme il veut, il la dépense comme il veut, il n'a pas de comptabilité à mettre en place, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'associé, il va bouffer son argent, après il dit « Oh, le business n'a pas marché ». C'est tout à fait normal. Et donc, il doit être en mesure de se formaliser vraiment. S'il y a des gens qui sont vraiment pour ça, on est preneur. On a également capitalisé une certaine expérience en matière de mobilisation de ressources extérieures via les projets sur lesquels on a eu à travailler. Je pense que c'est vraiment l'opportunité pour pas mal de jeunes et même des gens qui sont déjà expérimentés et qui veulent vraiment faire du partenariat, du business, du vrai business, quoi. Ça, c'est déjà. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, c'est si vous avez des questions ou autres, je suis preneur.
parce que c'est ce qui fait vraiment vivre la chose. Vivre la chose, exactement, exactement. Déjà, Oui. je pense que moi j'ai une question. Comment Oui. on peut vous contacter? Donc là, j'ai bien compris que vous êtes là pour les jeunes qui sont porteurs de projets et ou des jeunes qui ont commencé déjà et qui ont quelque chose de déclaré, des documents officiels. Ils ont un projet déjà entamé. Pouvez les aider. Comment on peut vous contacter? Via des réseaux, via votre peut-être page, vous avez une page Facebook, site internet. Comment on peut vous contacter? Bon, déjà, nous sommes présents à la fois sur Facebook et sur LinkedIn. Et puis, nous avons également nos brochures. On a participé à pas mal de conférences où à chaque fois, on prépare des documents comme ça, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, notre adresse, je pourrais toujours vous l'envoyer Oui. comme Faut ça. le noter. Et puis, voilà. Et puis, les gens auront donc c'est ICF-6 3EL. Donc 3L, c'est espace expert en ligne. OK. Arrobas, Yedali, Est-ce que consulting. envoyez-le-moi par WhatsApp. Comme ça, moi, je vais le mettre directement sur le live. Comme OK, ça, les sans personnes. problème. Oui, je pense que je viens d'envoyer ça, mais je le fais. Voilà, donc je vous l'envoie tout de suite. Comme ça, moi, je le mets sur le live. Comme ça, les personnes qui sont intéressées, parce que je vois ici, il Oui, y avait mon ami Amadou Dia qui était là, il y a Mohamed Lamine Gawad qui est là. oui, Je pense que ça peut les intéresser. Et il y a M. Ndia Ibrahim, mon ami Ndia Ibrahim aussi, qui vient de lancer son projet en Mauritanie. Je pense qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir avoir cet accès-là et c'est très important. oui, en fait, le plus important, c'est que je viens de l'envoyer comme ça. Donc, le Merci. plus important, c'est que ces jeunes ou ces personnes acceptent l'idée d'être formels, bien entendu, de ne pas être du secteur informel et surtout d'accepter la participation des autres, des personnes qu'on ne connaît même pas, parce que via la plateforme, par exemple, Gwenzi, on peut avoir des participations partout dans le monde, des gens qui mettent leur argent via notre bureau à nous, et puis on les met à la disposition des autres pour travailler là-dessus. Généralement, il faudrait avoir des sociétés par action. Et puis le montage, assez souvent, on aide les gens à trouver le meilleur montage pour ouvrir leur capitaux, si vous voulez. Hmm. Voilà. Il y a une question de mon ami Amadou Dia qui dit quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises mauritaniennes en ce qui concerne la comptabilité et la fiscalité? Alors, je dirais que pour ce qui est de la comptabilité, et ça, c'est des choses que je disais assez souvent, c'est que malheureusement, notre système comptable n'est pas performant. On est assez souvent confronté à des questions qui font appel à la jurisprudence. On fait des contrôles, par exemple, ou bien de l'assistance à des entreprises. On trouve que leur mode d'organisation comptable, de comptabilisation n'est pas l'optimal, n'est pas le meilleur. On regarde sur le plan comptable mauritanien, il n'y a pas suffisamment de solutions qui sont dedans. Et assez souvent, on fait appel à la jurisprudence, à notre connaissance de la comptabilité internationale, du SCOA, des systèmes qui sont un peu plus évolués que le nôtre. Mais en fait, pour ce qui concerne la comptabilité, c'est assez souvent une question d'organisation interne et d'appréciation de l'opération de la transaction. Comment la transcrire en comptabilité. Pour ce qui est de la fiscalité, c'est encore plus grave. Et ça fait quand même un petit moment qu'on organise des séminaires sur la nouvelle législation fiscale. On en a déjà fait à Nouadhibou. Nous avons un autre séminaire le 2 novembre, ici à Nouakchott. Et on va continuer ces séminaires de sensibilisation sur la nouvelle fiscalité parce qu'il y a un nouvel impôt qu'on appelle l'impôt sur les sociétés
qui remplace l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'on connaissait avant. Il y a une incompréhension de pas mal de textes et de prescriptions du Code général des impôts. Et le plus important, c'est que le législateur fiscal, il est à la fois juge et partie quand il s'agit d'un contrôle fiscal. Et ça, c'est ce qui rend les choses vraiment complexes. Vous avez devant vous la personne qui vous fait le contrôle, qui fait la loi et qui vous fait avaler ses conclusions. Parce que c'est lui qui c'est lui qui propose les textes, c'est lui qui les met en pratique, et c'est lui qui les change chaque année. C'est-à-dire que le Code général des impôts de 2020, qui est sorti en fin d'année passée, il a déjà subi quelques modifications à l'occasion de la loi des finances 2020 et la loi des finances rectificatives également de 2020. Donc, vous avez une législation évolutive de façon extraordinaire. Elle évolue annuellement au moins 2 fois par année et vous avez devant vous les juges et la partie. Donc, c'est un peu ça. La fiscalité, c'est vraiment un gros défi pour les entreprises. Ouais. OK. On n'a pas d'autres questions. Donc, j'ai mis l'adresse sur le commentaire pour aider les jeunes à vous contacter. Et j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a une structure aujourd'hui qui accompagne les jeunes porteurs de projets en Mauritanie? Je sais que vous êtes une des structures, mais est-ce qu'il y a quelque chose de national qui gère ça aujourd'hui? Oui, il y a l'ANAPEJ, l'Agence nationale, par exemple, d'emploi des jeunes, qui a été créée quand même depuis quelques années, qui est très dynamique dans l'emploi des jeunes. En parallèle, il y a énormément d'autres projets. Presque, oui, on ne va pas dire un projet par partenaire au développement, mais à chaque fois, depuis quelques années, qu'on mette en place un projet de développement à financement extérieur, on met l'accent sur l'emploi des jeunes. Et donc, c'est devenu une problématique, bon, pas du tout sectorielle, mais transversale. Dans tous les secteurs, on est concerné par l'emploi des jeunes. L'idée ne se situe vraiment pas à ce niveau-là. C'est pas le fait qu'il y a telle ou telle agence, par exemple. À mon avis, le manque se trouve au niveau de l'approche, au niveau de ce qu'on est en train de mettre en place comme, par exemple, approche pour l'emploi des jeunes. On sait très bien que l'Excellence, Monsieur le Président, a lancé récemment la relance économique. C'est un programme très ambitieux. Mais à mon avis, pour le mettre en place, il faudrait accorder une très grande place à l'emploi des jeunes et un peu partout. Si on dit, par exemple, on va développer, par exemple, le secteur des mines, transport, je ne sais pas quoi là, c'est vrai qu'il y a les opérateurs qui sont déjà là, qui ont déjà investi leur argent, qui méritent leur place, mais il faut que l'accent soit à chaque fois mis sur l'emploi des jeunes. Il faut que le critère nombre de postes ou bien d'emplois créés soit un réel critère de performance de cette relance économique. On doit, ici, à une année, par exemple, dire le président a décidé la relance économique tel mois. Donc, depuis ce temps à aujourd'hui, on est arrivé à créer tel nombre d'emplois stables, bien entendu. On a pu créer tel nombre d'entreprises et qui fonctionnent encore. Nous avons, par exemple, allégé considérablement les critères et les conditions de création d'entreprises. Il y a un guichet unique à Nouakchott qui est performant. En 48 heures, quelque chose comme ça, on a notre société sans capital. On n'est plus dans l'obligation de verser quelque chose à la banque et tout. On peut créer notre business librement. OK? Mais
il faudrait depuis la création de ces guichets à aujourd'hui, fasse le point sur le nombre d'entités créées et le nombre d'entités qui restent encore en activité pour voir est-ce que réellement le mécanisme a donné fruit ou non. On peut en créer, je ne sais pas combien, par personne, on peut créer énormément d'entreprises, mais est-ce qu'il continue vraiment? Et il y a également une opportunité réelle côté région. L'année passée, on a décidé de créer les régions, par exemple, un nouvel échelon de la décentralisation, n'est-ce pas? Ces régions-là, à mon avis, présentent une réelle opportunité pour le gouvernement de créer encore de l'emploi plus rapidement au niveau des régions. Et freiner l'exode vers Nouakchott qui aggrave la situation et les degrés de pauvreté. Si les gens restent chez eux, je suis sûr que si on leur propose des emplois pas loin de 50 ou autre, il restera. C'est sûr. Pourquoi aller à Nouakchott, rester je ne sais pas où et tout? Bon, s'il a un emploi fixe et les régions, comme ils ont une vocation de développement économique régional, elles représentent une réelle opportunité d'emploi des jeunes. Donc, l'idée n'est pas vraiment d'avoir une structure qui s'occupe de ça, mais surtout de trouver les bonnes solutions. C'est un défi pour tout le monde, en France, aux États-Unis et autres. Et on donne des statistiques. On dit, par exemple, on a créé tel nombre d'emplois. Mais ici, quand même, en Mauritanie, on a encore une insuffisance en termes de statistiques et en termes de données vraiment au niveau de l'emploi et de la création. Top. Il y a une dernière question, on va conclure avec ça. Il y a Amadouja qui demande, pouvez-vous nous parler de la déclaration mensuelle obligatoire? En fait, pour cela, je pourrais lui envoyer après un petit bouquin qu'on a créé, qu'on a appelé calendrier fiscal. Oui. En fait, les déclarations mensuelles obligatoires, vous avez nécessairement la TVA, vous avez l'ITS par exemple, vous avez les IMF d'avant qu'on collectait, l'impôt foncier, etc. Mais pour voir plus clair, il ne suffit pas seulement de dire quelles sont mes obligations mensuelles, il faudrait plutôt mettre en place un calendrier, une gestion fiscale annuelle, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il faudrait être en mesure de gérer ses obligations et également les déclarations mensuelles obligatoires. On peut également inclure les déclarations sociales. C'est pas seulement, il y a la Caisse nationale, il y a la CNAM, il y a énormément de choses. Donc, à ce niveau-là, on pourrait lui apporter encore plus de détails via notre cabinet. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. C'est très, très, très gentil d'avoir pris votre temps pour nous partager votre expérience, votre vision pour la jeunesse. C'était un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Le mot de la fin vous revient. Merci beaucoup. Je vous remercie plus parce qu'on n'a pas assez souvent cette opportunité encore de parler avec la jeunesse. Ce que je peux transmettre comme message aux nouvelles générations ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui la jeunesse, c'est qu'il ne faut jamais rester en train d'attendre que l'autre fasse quelque chose pour nous. Il faudrait agir et anticiper. Il faudrait savoir que le chômage vous touche le plus. Vous êtes la majorité et il n'est pas acceptable à ce qu'une majorité dont on a besoin pour voter, pour passer comme élu ou autre, se trouve dans cette situation. Il faudrait agir, anticiper et espérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Eliadali. Pour ceux qui n'ont pas regardé le live, vous pouvez revoir ce live qui sera sur notre page Facebook Coach Kébé ou bien sur notre chaîne YouTube Coach Kébé aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Facebook. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 1 heure
avec notre nouveau invité, toujours de la Mauritanie. Donc, excellente soirée à tout le monde et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.